Bonjour à tous et bienvenue sur le Dazibao en bref. Désormais, chaque épisode du podcast sera accompagné de sa version abrégée pour les auditeurs pressés. En moins de 30 minutes, mes invités se prêteront à l'exercice compliqué du résumé et de la concision. Et pour ceux qui souhaiteront poursuivre la découverte du sujet de recherche de mon invité, je vous invite à écouter la version longue de cet épisode sur le site internet du Dazibao et sur votre plateforme de podcast préférée. Je vous souhaite à tous une excellente écoute. Bonjour à tous et bienvenue au Dazibao en bref. Aujourd'hui, je suis très heureuse d'accueillir Tim Pivet. Salut Tim. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec moi pour discuter de ton mémoire de Master 1 en sciences politiques donc, que tu as réalisé dans le cadre du séminaire Action publique, justice sociale et mobilisation collective. Et donc ce magnifique mémoire s'intitule Traiter ou mourir, la filière fruitière peut-elle survivre à la transition écologique? Policy feedback du retrait des produits phytosanitaires auprès des arboriculteurs fruitiers du Pilat rhodanien. Je reprends mon souffle. Tu as réalisé ton mémoire sous la direction de Madame Gwenola Lenaour et tu as obtenu pour ce travail le prix du jury dans le cadre du prix du mémoire 2025 de Sciences Po Lyon. Bravo à toi, c'est mérité parce Merci que c'est beaucoup. brillant ce mémoire. Donc Tim, tu connais le deal. En moins de 30 minutes, on veut quasiment tout savoir sur ton travail. Et c'est à toi. Ok. Voilà. Pour présenter un petit peu mes recherches en bref, je me suis dit que j'allais revenir chronologiquement sur ma réflexion, comment est-ce qu'elle s'est façonnée un peu au fil du temps. Je vais parler donc principalement de mon mémoire qui a été fait à Sciences Po, que tu as évoqué. Ouais. Et un petit peu, je ferai peut-être un petit écart aussi sur mes travaux de cette année parce que je pense qu'ils peuvent enrichir notre compréhension du sujet. Super. Donc en fait, la problématisation initiale de mon mémoire, elle part du paradoxe des mobilisations agricoles. Pourquoi est-ce qu'il y a un paradoxe? Parce qu'en fait, il y a en ce moment en France, dans les mouvements agricoles, une contestation anti-normes environnementales. Donc ça commence à peu près en novembre 2023. Il y a la FDSEA, donc du Tarn, donc c'est l'antenne régionale de la FNSEA, et les jeunes agriculteurs qui lancent ce qu'on appelle le mouvement des panneaux retournés. Donc en fait, c'est les panneaux signalétiques des communes à l'entrée des villages et des villes qui sont retournés pour symboliser le fait que la politique agricole commune, elle marche sur la tête. Ensuite, ce mouvement-là, il s'est répandu en janvier 2024 au niveau national. C'est au moment où on a vu une hausse de la popularité de la coordination rurale avec un discours qui est assez contestataire, qui est assez virulemment anti-normes environnementales parce qu'elle serait en fait incompatible avec la réalité du terrain agricole. Et il y a aussi eu dans le même temps l'émergence d'une figure indépendante qui est assez importante aujourd'hui, qui s'appelle Jérôme Bail, qui est très populaire, qui a même remporté la Chambre d'agriculture de Haute-Garonne aux élections professionnelles de janvier 2024. Et donc voilà, aux critiques sur les conditions de travail, sur les revenus des exploitants, viennent se greffer la problématique des normes environnementales et la complexité qu'elles ajoutent au travail agricole. Et en fait, ce sujet des normes environnementales, il s'est même retrouvé en novembre 2024 dans les mouvements contre le Mercosur. Les normes environnementales, elles feraient peser une concurrence déloyale sur les producteurs français par rapport aux producteurs d'Amérique latine, avec lequel l'Union européenne voulait signer un traité d'accord commercial. Parce que ce ne sont pas les mêmes, voilà, pour préciser. Exactement. Parce qu'en gros, Voilà. on est soumis en France à des normes, alors que pour les agriculteurs dans le Mercosur, ils ne sont pas soumis aux mêmes règles, quoi. C'est ça, ils n'ont pas les mêmes pesticides interdits, notamment, enfin voilà, ce genre de choses. Et donc c'est dans le cadre de ce mouvement-là que l'INRAE a été emmuré, voilà, pour contester la parole de certains scientifiques qui travaillent sur la question bio notamment. Il y a aussi eu des bureaux locaux de l'OFB qui ont été attaqués. Et moi, mon terrain, il a commencé dans les manifestations contre le Mercosur à Saint-Étienne, où j'ai été rencontrer des exploitants, essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'ils contestaient ce traité et pourquoi est-ce que les normes environnementales posaient un problème pour eux. Et donc en fait, ce que je remarque au début de ma réflexion, c'est que l'opposition qui est historique, qui est très ancienne entre les agriculteurs et les agricultrices français et françaises et les institutions européennes, donc cette opposition historique, elle est aujourd'hui perpétuée et réinvestie par le conflit environnemental. Et pourquoi est-ce que je trouve ça assez paradoxal? Parce qu'en fait, les agriculteurs sont les premières victimes du dérèglement climatique. Ils sont victimes des changements de température, ils sont victimes des événements climatiques extrêmes. Et donc, ça paraît étrange qu'ils soient aussi opposés aux régulations qui favorisent la protection du climat. Et puis, il y a aussi
parmi les régulations environnementales, il y a les interdictions de pesticides. Et aujourd'hui, il y a des corrélations entre l'utilisation de certaines substances actives et l'apparition de certaines maladies, et notamment les cancers du sang et les maladies de Parkinson. Là, je me base ici sur les travaux de Jean-Noël Joël et Giovanni Prete, si ça vous intéresse. Mais donc, il y a une question centrale, c'est pourquoi est-ce que les agriculteurs et les agricultrices se mobilisent? Comment est-ce qu'on peut le comprendre? Comment est-ce qu'on peut l'expliquer? En fait, c'est une question qui est un peu naïve, parce qu'il y a une disparition importante des exploitations agricoles en ce moment. C'est les travaux de François Pursec qui l'ont montré et qui conduisent parfois au suicide massif des agriculteurs. Si le sujet vous intéresse, vous pouvez approfondir en lisant les travaux de Nicolas Desfontaines sur le sujet. Mais en fait, donc, cette question-là, elle m'intéresse parce qu'il y a un côté paradoxal, mais évidemment, la situation des agriculteurs n'est pas non plus à prendre à la légère. Et en fait, ma question, c'était surtout de comprendre comment est-ce que des politiques publiques viennent s'insérer dans ces situations déjà parfois complexes pour créer de la contestation. Donc, pour aborder cette question, j'ai décidé de faire une étude de cas. Donc en fait, c'est-à-dire étudier un seul système agraire, donc c'est une zone géographique, avec un système de production agricole et des acteurs qui le composent. Et le but, c'était de comprendre au maximum tous les enjeux agronomiques et sociaux qui sont liés aux politiques publiques environnementales. Comment est-ce qu'elles s'insèrent sur un territoire en particulier? Et donc le territoire que j'ai choisi, c'est le Pilat rhodanien. Donc c'est une petite chaîne de montagnes qui culmine à 1400 mètres d'altitude, qui est entre Lyon et Saint-Étienne. Et en fait, dans le Pilat, il y a une coopérative pomicole qui regroupe 12 arboriculteurs, donc des producteurs de pommes principalement. La coopérative ne prend en charge que les pommes, mais eux, ils produisent d'autres fruits. Et moi, j'ai étudié la production de pommes et de cerises. Donc, ils appartiennent au modèle, ce qu'on appelle entrepreneurial de l'agriculture. Donc, en fait, c'est des exploitations de taille moyenne, avec un chef d'exploitation familiale, qui se transmettent souvent de génération en génération. En taille, ça représente des exploitations de 8 à 20 hectares, qui sont très différentes des entreprises Industriel. industrielles, voilà, de grandes entreprises agronomiques qui exploitent des pommes à beaucoup, beaucoup plus large échelle. Je me suis basé sur une ethnographie. Alors, c'est un peu court pour qu'on puisse parler d'ethnographie, parce qu'on ne s'insère pas non plus à ce point dans la sociabilité locale. Disons que c'est de l'observation participante, parce que j'ai travaillé pendant 6 semaines sur une exploitation dans le Pilat. Donc c'était entre juin et juillet 2025. J'étais ouvrier agricole pour réaliser la cueillette des cerises et l'éclaircissage des pommiers. Donc en fait, une fois que j'étais sur le terrain, je me suis rendu compte que les arboriculteurs, contrairement aux producteurs de blé ou aux éleveurs qu'on pouvait voir dans les manifestations contre le Mercosur par exemple, mais en fait, ils ne contestent pas les normes de la PAC. En fait, les vergers ils sont très peu aidés par l'Union européenne. C'est une culture qui est assez marginale, qui a peu de chiffre d'affaires, qui a des petites surfaces. Et donc, ils ne rentrent pas vraiment dans les clous de la PAC pour bénéficier de beaucoup d'aide. Et puis, ils sont de toute façon assez peu représentés dans les manifestations parce qu'encore une fois, même si la pomme, ça a une forte valeur symbolique, économiquement, ça ne représente pas grand-chose. Ok, Parce ouais. que le poids économique est moins important que le blé et l'élevage. Et donc, eux, ils contestent pas les normes de la PAC, mais quand on leur parle d'environnement, ils contestent les interdictions de pesticides. Et notamment parce que, en fait, moi, j'ai été sur mon terrain en pleine loi du plomb. Et donc, on a beaucoup parlé de ça. C'était le sujet chaud. Et donc, en fait, j'ai écrit mon mémoire là-dessus. Au cœur de la loi du plomb. Exactement, au cœur de la loi du plomb. C'est ça. Il aurait pu avoir la loi du plomb dans le titre. Voilà. Donc, quand on parle d'interdiction de pesticides en pommes, de quoi est-ce qu'on parle concrètement? Donc il y en a beaucoup. Là, ici, pour cette présentation-là, je vais me concentrer sur ceux qui sont le plus critiqués par les exploitants, à savoir ceux qui servent à lutter contre le puceron cendré en pommes. Donc il y en a 3. Il y a le spirotétramate, qui est contenu dans un produit qu'on appelle le Movento, qui a connu la fin de son homologation au niveau de l'Union européenne en 2025, et qui était le principal produit utilisé pour lutter contre le puceron cendré, qui est un ravageur assez important dans les vergers. Ensuite, il y a le sulfoxaflor, qui est contenu dans un produit qu'on appelle le Closer. Donc ce produit-là, il est suspendu en France depuis 2017, mais il est autorisé dans toute l'Union européenne. Pourquoi est-ce qu'il est suspendu en France? Parce qu'il y a une décision de justice, une procédure de justice qui a été menée par des associations environnementales pour dénoncer le fait que les tests d'homologation ne respectaient pas les principes sanitaires légaux en France. Et donc, il a été suspendu à la suite d'une décision en 2019, confirmée par le tribunal d'appel en 2025. Et le dernier, c'est le fameux acétamipride,
donc qui faisait l'objet de la loi du plomb pour être réautorisé. Il avait été interdit en 2016 par la loi d'août 2016, donc la loi pour la reconquête de la biodiversité, de la nature et des paysages, qui est en fait la loi menée sous le mandat de François Hollande pour l'interdiction des néonicotinoïdes. Donc il n'y a plus rien. Ils n'ont plus rien à disposition. Donc, ils ont encore quelques produits à disposition, Ouais. mais des produits qui jugent Moins n'étant efficace. plus efficaces. C'est ça. Et sachant que dans le pilage, j'ai aussi étudié donc la cerise. Et la cerise, à partir de 2010-2011, dans le pilat, il y a un ravageur qui a été importé d'Asie, qu'on appelle la mouche de la cerise, la Drosophila suzuki, qui en fait qui a été importé de manière similaire au frelon asiatique, pour illustrer un peu le propos, qui est arrivé dans les vergers de cerises et qui est capable de ravager un verger en quelques jours, qui peut détruire 80% de la production. Et les produits qui servaient à lutter contre cet insecte qui est particulièrement virulent, ils étaient eux aussi assez agressifs, et donc ils ont été interdits en France. Et donc la production de cerises dans le Pilat a peu à peu disparu. Et donc là, ils étaient mobilisés parce qu'ils défendent le fait que la production de pommes face aux pucerons cendrés pourrait connaître le même sort si on continue à interdire des produits. Comment est-ce qu'ils justifient et ils expliquent ce refus des politiques publiques ? Déjà, il y a une fragilisation climatique, sanitaire et économique de la production. En fait, la production de pommes, elle est marquée par des enjeux assez anciens, notamment l'alternance du pommier. Ça veut dire qu'un pommier, il produit en quantité suffisante une année sur deux. Une année, vous allez avoir une grosse production, et l'année d'après, ça sera plus faible. Donc évidemment, ça fait des revenus qui sont assez aléatoires pour les exploitants. Et ensuite, il y a des champignons qui sont particulièrement agressifs en pommes, et notamment la tavelure. Il y a ensuite aussi le carpocaps et l'oïdium, mais la tavelure, c'est vraiment le principal, ce qui fait de la pomme en fait une des cultures les plus traitées aujourd'hui, parce qu'elle est très sensible à ces champignons-là et à certains ravageurs. Il y a ensuite aussi le dérèglement climatique qui frappe les vergers parce que les températures sont assez instables. Peut y avoir du regel lorsque les hivers sont plus doux et que les températures montent et descendent, peut y avoir un regel pendant la floraison, donc ça c'est assez problématique. Il peut y avoir aussi des précipitations violentes, parce que le sol dans le Pilat, il est assez peu profond et peu argileux. Et donc, quand il y a des vents violents, il peut y avoir des arrachages d'arbres. Et il y a aussi des nouveaux ravageurs, et notamment le puceron cendré, dont on parlait juste avant, qui est favorisé par la hausse moyenne des températures, et puis qui cause des dégâts très importants sur les pommiers. Et donc, c'est dans ce contexte que les interdictions de pesticides, elles viennent s'insérer, et que donc ils ont de moins en moins de substances actives pour lutter contre. Les alternatives, on l'a dit, souvent on parle du flonicamide comme alternative à l'acétamipride. Et en fait, elle est dénoncée comme étant assez inefficace parce que au moins vous avez de produits différents pour lutter contre un même ravageur, au plus le ravageur risque de développer ce qu'on appelle des résistances et des contournements. Donc en fait, c'est-à-dire que les populations qui ont des gènes qui permettent de résister à un produit, elles vont se développer. Petit à petit, tous les pucerons seront résistants à ce produit-là et donc le produit deviendra inefficace. C'est pour ça que les exploitants ils revendiquent le besoin d'avoir plusieurs solutions techniques face à un même problème. Il faudra développer d'autres solutions, ce qui n'est pas forcément le cas parce que, on l'a Exactement. compris, les pommes, ça fait pas rêver. Les grands C'est ça. industriels de producteurs C'est de ça. phytosanitaires. Les grandes firmes de l'agrochimie, elles ne développent pas de solutions techniques pour les pommes en particulier. Tous les produits qui existent, c'est des produits qui sont utilisés ailleurs et qu'on utilise aussi en pommes, comme l'acétamipride. Quand on a parlé de l'acétamipride l'été dernier, on a surtout parlé de la betterave, parce que c'est une production qui est très importante. On n'a pas parlé de la pomme, alors qu'en fait l'acétamipride pourrait aussi être très utile pour les producteurs de pommes. Donc en fait, face à la baisse des pesticides autorisés, et puis si on voulait utiliser moins de solutions chimiques, les exploitants ils disent que la solution c'est le renouvellement variétal. Mais cette solution-là, elle se heurte à des enjeux de production et des distributions assez particuliers. Alors, pourquoi est-ce que la variété en pommes, c'est important ? Parce que déjà, chaque variété a des caractéristiques gustatives et esthétiques qui lui sont propres, et donc des caractéristiques agronomiques différentes. En fait, toutes les pommes vont pas avoir la même couleur, par exemple. Elles vont pas non plus avoir le même goût, la même texture, et puis elles vont être plus ou moins sensibles à certains ravageurs. Toutes les exploitations, elles ont environ 7 à 10, 12 variétés différentes, parce que toutes les variétés n'ont pas leur floraison en même temps, et il faut échelonner le moment où où les pommes sont prêtes à être cueillies, sinon vous ne pouvez pas tout cueillir en même temps. Donc vous avez des variétés précoces qui commencent dès août et des variétés tardives qui finissent jusqu'à novembre, pour pouvoir échelonner la récolte. Et puis aussi, comme elles n'ont pas toutes les mêmes fragilités, si une année vous avez une variété qui marche moins bien, vous pouvez lisser et compenser avec les autres variétés.
Mais malgré tout, il y a deux variétés principales qui sont cultivées dans le Pilat et en France de manière générale. C'est la Gala et la Golden. Donc c'est des variétés qui sont assez connues, vous les connaissez sûrement. Et en fait, c'est des variétés qui ont beaucoup d'avantages. On les cultive parce qu'elles sont très bien identifiées par les consommateurs. Si vous aviez le choix, par exemple, dans des étals, entre, je sais pas, une Jano Gold que vous connaissez peut-être pas forcément, ou une Inogo, par rapport à une Golden ou une Gala qui ont l'image d'être des pommes françaises traditionnelles, bah vous sélectionnerez peut-être plutôt celle-là. Ensuite, c'est des pommes qui sont très sucrées, qui sont tendres, donc elles sont bonnes, elles peuvent être mangées par tout le monde. Leur problème, c'est que elles sont très sensibles aux ravageurs. Et donc, elles nécessitent beaucoup de traitement. En fait, c'est des pommes qui ont été développées après la Seconde Guerre mondiale et dans les années 80. Et donc, la quantité de traitement qu'on applique pour les faire atteindre leur maturation, bah, c'était pas un sujet à cette époque-là. Donc, si on voulait traiter moins, il faudrait changer de variété. Il faudrait des variétés qui sont plus résistantes aux ravageurs. Ça existe. Il y a des variétés qui sont dites résistantes tavelures, comme par exemple la Story qui est implantée dans le Pilat. Donc ça veut dire que c'est des variétés qui ont besoin de beaucoup moins de traitement contre la tavelure, qui est le principal champignon qui est présent dans les vergers de pommes. Il y a aussi des variétés qui sont non seulement RT, donc résistantes tavelures, mais qui en plus, a priori, sont moins attaquées par les pucerons cendrés. Et ça, c'est le cas d'une pomme que le Pilat essaie de développer en ce moment, qui s'appelle l'Inogo, qui a été développée par l'INRAE et par des pépiniéristes privés, et qui représente un espoir pour les producteurs locaux parce que ça permettrait de traiter moins et donc de pallier les absences de certains produits pour lutter contre le puceron cendré. Sauf qu'en fait, Mais, le renouvellement c'est variétal, ça. voilà, mais le renouvellement variétal, c'est très très compliqué à mettre en place à l'échelle d'une exploitation. La culture de pommes, l'arboriculture, c'est une culture pérenne. Donc en fait, l'espérance d'un pommier, c'est 20-25 ans à peu près. Et donc, si on voulait changer la variété à la fin de l'espérance de vie d'un pommier, il faudrait l'anticiper plusieurs années, voire dizaines d'années avant. Et donc, il faut beaucoup anticiper la fin des produits, alors que les régulations, elles sont assez instables, hein. Parfois, ça se décide quelques années avant, et donc on n'a pas le temps de s'adapter. Ensuite, ça a un coût très important. Quand vous renouvelez un verger, il faut obligatoirement le faire tous les 20-25 ans. Mais ça coûte environ 50 000 euros par hectare. Et puis en plus, une pomme, un pommier, pardon, ça met 3 ans à produire ses premières pommes et 6 ans à atteindre son optimum de production. Donc en fait, quand vous devez renouveler un verger, vous le faites le plus tard possible parce que ça demande un emprunt qui est conséquent et qui pourra être rentabilisé que plusieurs années après, une fois que les pommes auront commencé à être produites par l'arbre. Et donc, quand vous empruntez pour renouveler votre verger, bah, c'est un risque économique important. Et donc, il faut être sûr de pouvoir le rembourser. Et en fait, le troisième problème du renouvellement, c'est que les centrales d'achat de la grande distribution, ben, elles imposent leurs exigences sur les pommes. Elles imposent des exigences esthétiques, notamment sur le calibre. Il faut que la taille elle soit assez millimétrée. Elles ont des exigences de couleur aussi. Il faut que les pommes elles soient jaunes, vertes ou rouges de manière parfaite et uniforme. Et aussi, elles ont des exigences variétales. Elles demandent que ça soit principalement des Gala et des Golden ou d'autres variétés qui sont identifiées par les consommateurs. Et pas des Inogo ou des Story. Voilà, sauf que pour obtenir ces résultats-là, bah, il faut obligatoirement traiter. Il y a aussi les centrales d'achat de la grande distribution, elles mesurent aussi le taux de sucrosité des pommes. Donc il faut avoir des taux de sucre en particulier. Et en fait, pour avoir tous ces résultats-là, sans pesticides, c'est quasiment impossible. Or, en fait, sans les centrales d'achat de la grande distribution, c'est impossible de rentabiliser, ou c'est très compliqué, disons, de rentabiliser les emprunts qui ont été faits pour renouveler les vergers, notamment. On se retrouve dans ce qu'on appelle un verrouillage socio-technique. Parce que vous avez des producteurs qui ont des demandes contraignantes de la part de la grande distribution, qui les empêchent de réduire les pesticides, si je me base sur les travaux de Claire Lamine. Vous avez ensuite les centrales d'achat de la grande distribution qui disent que eux ne font que refléter les attentes des consommateurs, et les consommateurs en bout de chaîne qui ne sont pas forcément au courant que s'ils choisissent telle ou telle variété de pommes, en fait, ça a un énorme impact sur l'utilisation de phytosanitaires. Ça contribue en fait à entretenir ce cercle vicieux en fait. C'est ça, c'est un cercle vicieux. Et donc, si les consommateurs ne sont pas forcément non plus au courant que certaines taches sur l'épiderme de la pomme, en fait, ça n'a aucun goût, il suffit juste de les enlever. Donc voilà, il n'y a pas forcément une connaissance hyper étendue de ces sujets-là sur la pomme, qui paraît un sujet un peu... Superficiel laissé de quoi. côté, quoi. Ouais, C'est ça. superficiel, un peu... Voilà, c'est pas un sujet qui est forcément très connu. Et quand moi je dis que je fais mes deux mémoires et que j'aimerais faire un sujet de thèse sur la pomme, voilà, j'ai des réactions
parfois contrastées. Vas-y, qu'est-ce qu'il fait, lui, en Sciences Po? Il a Voilà, travaillé sur exactement, la pomme? exactement. Pourquoi? Et là, donc voilà, donc on a vu que, il y avait, des fragilisations climatiques et sanitaires, pour les exploitants, qu'il y avait, des contraintes et des attentes très exigeantes, des centrales d'achat qui peuvent, justifier le refus des interdictions de produits phytosanitaires. Et il y a un troisième phénomène, c'est, l'existence d'un déni organisé, sur la question, des phytos. En fait, les agriculteurs, enfin les arboriculteurs que j'ai interrogés, ils considèrent, que la France lave plus blanc que blanc, c'est une expression qui est assez utilisée sur le terrain. Qu'en fait, ils sont déjà très précautionneux sur l'usage des phytos parce que il y a énormément de régulations et on a vu parfois il y a des interdictions et des procédures qui sont assez contraignantes pour eux, notamment en termes de protection individuelle ou de retrait du marché de certaines substances actives. Et en fait, ils considèrent aussi que les mouvements écologistes et les médias, ils sont assez ignorants sur la question agricole, qui diffusent des fausses informations, notamment au travers de reportages qui mettent en accusation les exploitants de polluer, alors que eux, ils n'ont pas du tout cette sensation-là. Et puis que eux, on a vu, ils sont pris dans beaucoup de variables économiques, environnementales, qui sont contradictoires. Et donc, ils se retrouvent pris dans beaucoup de, 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 Ouais, en de étau, variables en fait, différentes. entre toutes ces variables, et en fait, ils Exactement. sont au milieu, Ils sont ils ont le pris en étau sentiment entre ces de variables juste de se et faire ils se bâcher, sentent quoi, ouais, c'est ça. injustement accusés. Et donc, en fait, toute cette situation, ça va créer ce que François Dedieu appelle un déni organisé sur le danger réel des pesticides. Donc, c'est un phénomène institutionnalisé de production de l'ignorance sur la question des pesticides. En fait, il y a plusieurs facteurs qui créent cette ignorance. Déjà, il y a les stratégies des acteurs de phyto. Donc, c'est la fameuse stratégie des marques sans doute, qui persiste encore aujourd'hui, mais qui est quand même beaucoup moins présente qu'à l'époque. Donc, c'est les moments où Monsanto a pu produire des contre-études, diffuser des fausses informations. Aujourd'hui, c'est très connu, donc il y en a un petit peu moins. Et pourtant, l'ignorance persiste, notamment à cause des stratégies des acteurs publics. Donc, quand il y a des scandales sanitaires, en fait, les procédures d'homologation, qui sont assez défaillantes, bah, elles n'ont pas vraiment évolué. Et donc en fait, même si aujourd'hui, toutes les procédures et la complexité administrative donnent la sensation aux consommateurs et aux exploitants que les phytos sont bien maîtrisés et qu'il n'y a pas de danger, bah en fait François Dedieu il explique que c'est pas forcément le cas. Et par exemple, dans les lacunes des tests d'homologation des phytosanitaires, il y a le fait qu'elles sont réalisées par les entreprises phyto et qu'ensuite elles sont contrôlées par les agences sanitaires françaises et européennes, et que dans ces tests qui sont réalisés par les entreprises de l'agrochimie, en fait, on expose des rongeurs à de très fortes doses sur une courte durée. Alors qu'en fait, l'exposition réelle des arboriculteurs, ça va être sur le long terme, à faible dose. Voilà, donc c'est toutes ces procédures qui donnent la sensation d'une absence de danger, alors que parfois elles ont certaines lacunes qui sont assez importantes. Et puis, quand il y a des scandales, je le disais, bah, les acteurs publics, ils vont pas forcément changer en profondeur les procédures et donc ils donnent la sensation que la situation évolue alors qu'en fait on est quand même exposé encore à certains risques et les exploitants en premier lieu. Et donc là il y a une forme de déni qui est organisée sur la question où tout le monde à son échelle produit un petit peu d'ignorance. Donc quelles sont les conséquences de ces trois facteurs qu'on a évoqués sur le discours des arboriculteurs? Et ben déjà ils en viennent à avoir un très fort ressentiment contre les mouvements écologistes. Les associations comme Génération Future, par exemple, ou les reportages qu'on mentionnait avant, ils sont désignés comme étant responsables de la situation et de la fragilisation actuelle des arboriculteurs, alliés avec l'ANSES, donc l'Agence de régulation sanitaire française, qui interdirait outre mesure des pesticides qui ne sont pas forcément dangereux selon eux. Et donc ils ont voilà, un discours qui est assez opposé au mouvement écologiste. Ensuite, il y a aussi un très fort sentiment d'injustice, parce que eux, ils ont déjà dû fournir beaucoup d'efforts à leur échelle pour réduire les quantités de traitement appliquées. Il y a beaucoup de produits qui sont interdits aujourd'hui. Ils ont des normes de protection individuelle qui sont importantes. Ils ont réduit... alors, les débats sur comment est-ce qu'on mesure la réduction d'utilisation des pesticides sont assez criants actuellement. Mais il y a quand même une certaine forme de réduction de l'utilisation de pesticides par les arboriculteurs et les producteurs de pommes notamment. Et en plus de ça, ce qui est perçu comme la solution qu'on leur vendrait actuellement, à savoir le bio, et ben pour eux c'est un échec. En fait, toutes les personnes que j'ai interrogées, ils sont engagés dans du conventionnel et dans du bio. Ils ont certaines parcelles en bio. Sauf que ces parcelles-là, bah, en fait, elles leur apportent pas du tout assez. Parce que après la guerre en Ukraine et le Covid, la production, enfin la vente de bio, elle s'est effondrée. Et donc les différences de prix entre le bio et le conventionnel sont tellement faibles qu'il y a pas mal d'exploitants du PILA.
qui sont repassés en conventionnel sur des parcelles qu'ils avaient plantées en bio. J'ai interrogé un producteur bio qui a même dû vendre ses pommes bio dans les filières conventionnelles parce que en fait, les filières bio ne rapportaient même plus assez. Donc, c'est très compliqué. Et cette solution du bio qui perçoivent comme étant ce qu'on leur demande de faire, eh ben, en fait, les consommateurs ne peuvent pas suivre la demande à cause des problèmes de pouvoir d'achat. Ensuite, autre conséquence sur leur discours, c'est qu'ils ont le sentiment qu'il y a un agribashing ambiant. C'est-à-dire que le système médiatique et politique les accuserait, les mettrait en accusation de la pollution et des dangers liés aux pesticides. Alors qu'on l'a vu, les pesticides, en fait, c'est aussi et beaucoup un dispositif de marché qui est utilisé au bénéfice de certains distributeurs pour avoir des pommes qui sont calibrées, qui sont jolies, qui sont esthétiques, qu'on va énormément trier. Et ça, c'est une pression qui pèse sur les agriculteurs, alors qu'ils ont la sensation qu'on les accuse, eux, de polluer, puisque au final, ce sont eux qui épandent les pesticides. Face à tout ça, les producteurs que moi j'ai rencontrés, ils s'organisent ensemble, donc ils ont monté une coopérative depuis les années 80. Ils développent aussi des modes de distribution un peu alternatifs, notamment la vente directe. Ils font des programmes de verger-cueillette aussi, donc ils font venir des consommateurs pour essayer de les sensibiliser aux enjeux réels de l'arboriculture, etc. Donc ça, c'est ce qu'ils essayent de mettre en place. Et puis, la dernière conséquence dans leur discours, c'est qu'ils ont l'impression que leur activité, elle est vouée à disparaître prochainement. Parce que, alors ils ne pensent pas tous ça, mais il y en a une bonne partie qui le craignent parce qu'il y a la pyramide des âges est sans appel. C'est pareil pour toutes les productions agricoles. Il y a une grande partie des arboriculteurs qui seront de la coopérative qui seront à la retraite d'ici quelques années. En France, c'est à peu près 60% des agriculteurs d'ici 2035. Donc, une bonne partie d'entre eux vont passer à la retraite. Et en fait, ils n'encouragent pas forcément leurs enfants à reprendre leurs exploitations. Et leurs enfants ne veulent pas reprendre leurs exploitations parce que la production de pommes est devenue extrêmement complexe économiquement. Et que, bah, voilà, Puis la ni les vie enfants ni les d'agriculteur, parents. déjà, la vie d'agriculteur globalement, c'est une vie Voilà. qui est quand même C'est compliquée, beaucoup de quoi. travail pour peu de revenus et c'est devenu très compliqué à cause du changement climatique, de l'arrivée de nouveaux ravageurs et des interdictions de pesticides qui se mettent par-dessus cette situation qui est déjà complexe. Et donc, eh ben, ils ont la sensation que, après leur départ en retraite, leurs exploitations ne seront pas renouvelées et donc que la filière de pommes est vouée, en tout cas dans ces territoires-là, à disparaître. Et donc là, encore une fois, on parle ici des exploitations familiales qui sont donc petit à petit rachetés par des plus gros exploitants et des modèles de la firme, donc des entreprises agro-industrielles qui mettent la main sur de plus en plus de vergers et qui donc implantent un modèle de production qui est très différent de ce que eux mettent en place. Pour conclure, je pense que ce qu'on pourrait dire, ce qu'il faudrait peut-être retenir de ce mémoire, c'est qu'il y a une grande complexité et diversité des réalités de terrain quand on applique une politique publique. Lorsque celles-ci elles arrivent auprès des acteurs, bah, en fait, ça se mêle avec beaucoup de sujets et parfois c'est ce qui fait qu'elles sont perçues comme étant mal adaptées. Et c'est avec un sujet comme la pomme qu'on s'en rend bien compte parce qu'il y a beaucoup de complexités qui sont inhérentes à cette production-là. Ensuite, deuxième conclusion, c'est que le monde agricole, il n'est pas unifié. Les problématiques que je vous ai mentionnées, elles sont spécifiques à l'arboriculture. Et même s'il y a des similarités qui peuvent exister avec d'autres productions, bah, il faut les prendre en tant que telles. Ce mémoire, il ne porte pas forcément sur la situation agricole, mais plutôt sur la situation arboricole. Et donc, il faut parfois faire un petit peu attention quand on parle des agriculteurs ou même de la ferme France, qui est une expression qui est assez diffusée, parce qu'en fait, ça ne met pas en lumière les inégalités, les disparités qui existent aussi au sein du monde agricole. Et on voit bien qu'une production comme l'arboriculture et comme la pomme, elles sont assez marginalisées parce que le chiffre d'affaires agricole qui dégage est plus faible que celle de la betterave ou du blé par exemple. Et ça fait partie intégrante de leur problématique. Et ensuite, la troisième conclusion, c'est que bah voilà, les procédures d'homologation des phytosanitaires sont assez lacunaires et que donc on manque encore parfois cruellement de connaissances sur les dangers réels des phytos et que on participe aussi bien les acteurs privés que publics collectivement à la création d'une ignorance sur le sujet au sens du rejet de savoir qui pourrait être inconfortable. Donc on a tendance à pas collectivement prendre la mesure des dangers des phytos pour notre santé. Qu'est-ce que tu fais, Tim, en ce moment dans la vie? Est-ce que tu continues la recherche ou est-ce que
tu es rentré dans le monde civil du travail. Alors, donc là, je termine mon Master 2 à l'EHESS, donc c'est à Paris, l'école d'études en sciences sociales. Pour continuer à travailler sur ce sujet-là, je suis dans un master qui s'appelle études environnementales. Et mon mémoire de M2, il porte sur les filières de distribution de la pomme. Et donc, justement, comment est-ce que la grande distribution impose l'utilisation de pesticides à des producteurs de pommes. Donc ça, c'est pour mon sujet de M2. Et puis, j'aimerais bien, derrière, faire une thèse sur des sujets assez similaires. Ok, c'est tout ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup, Tim, de nous Merci à avoir toi. parlé de ton mémoire. Et puis, je te souhaite le meilleur pour la suite. Et puis, je te dis à très bientôt. Merci beaucoup. Bye bye. Au revoir. Au revoir. And I have still the eyes to see it.